Tu es dans une boutique de prêt-à-porter. Lumière trop blanche, odeur synthétique, de plastique neuf et de sueur mal ventilée. Une vendeuse passe à côté de toi sans te voir. Sur les portantes, des t-shirts brodés de slogans féministes mal traduits. Des jeans déjà troués à 45 € et un mannequin sans tête en 34 qui porte un sweat Empowered en lettres roses. Tu regardes l'étiquette, fabriquée au Bangladesh. Composition du polyester, de l'espoir et quelques fibres d'aliénation. Tu fais un tour, tu essaies d'avoir l'air normal, tu cherches ta taille, ton style, ton prix, tu ne trouves rien. Tu sors, tu commandes sur ton téléphone dans le métro. 3 robes Shine livrées en 4 jours pour le tiers du prix. Tu sais que c'est mal, tu le fais quand même. Parce que t'es crevé, parce que t'as pas les moyens, parce que t'as envie d'être jolie ce week-end et que t'as pas signé pour que s'habiller soit devenu un test de moralité. Alors quand la loi du 10 juin 2025, le Parlement français annonce fièrement l'adoption de la première loi anti-ultra fast fashion au monde, tu pourrais presque te sentir soulagé. Presque. Une taxe par article, des restrictions de pub, la fin des retours gratuits, un encadrement du modèle Shane. Enfin, un geste fort contre la pollution textile et l'esclavage dissimulé derrière les halls TikTok. Et pourtant, quelque chose dérange. Parce que dans cette loi, il y a un non-dit, un flou qui gratte, une culture mal tirée. On prétend moraliser l'industrie, mais à quelles conditions? Et surtout, pour qui? Qui va vraiment payer cette transition? Qui va continuer à avoir accès à des vêtements abordables? Qui va rester coincé entre la honte, la précarité et les rayons vides? Et si cette loi, au lieu de révolutionner la mode, ne faisait qu'en renforcer les angles morts? Dans cet épisode de Cappuccino et Croissant, on va plonger dans le textile de la République. Décortiquer les promesses, recoudre les réalités, parler écologie, bien sûr, mais aussi corps de classe, de friport de prix, de malus mal placé et de ce que ça veut dire en 2025 de s'habiller quand on n'est pas la cliente rêvée de la mode durable. Prépare-toi à retourner l'étiquette, à voir ce qu'il y a derrière la mention transition écologique et à comprendre pourquoi dans ce pays, même s'habiller peut devenir un privilège. C'est parti! Cappuccino, egg sharp minds, brewed hot, sure bra. No sugar, no filter. Sip, think, repeat. Repeat. Dans la lumière tamisée d'un Sénat qui a vu passer plus de costumes 3 pièces que de tailleurs grande taille, une phrase tombe comme un dé à coudre en plomb. La France devient le premier pays au monde à encadrer la fast fashion. Applaudissements feutrés, clichés de rigueur, hashtag fierté nationale. Sur le papier, la loi adoptée le 10 juin 2025 a tout pour plaire. Une sorte de rêve mouillé d'attaché de presse. Protéger la planète, sauver nos centres-villes et mettre un malus sur ce croc-top fluo à 3,99 € qu'on a tous commandé un soir de blues entre une pub anticellulite et une crise existentielle. Mais comme dans toute histoire textile, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sous les coutures. Et spoiler, ce projet de loi, c'est pas du sur-mesure pour tout le monde. C'est un patchwork politique avec des pièces découpées au scalpel par des lobbies, des coutures tirées au forceps et une doublure qui gratte si t'as pas le bon profil fiscal. D'abord, qu'est-ce que la loi vise vraiment? Pas la fast fashion au sens large. Oh non, 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 non. C'est la mode ultra rapide qui est ciblée. Comprenez, Shine, Temu et leurs 12 000 nouveaux produits par jour. Les gros poissons venus de Chine, pas ceux qui paient leur TVA à Valenciennes. Alors oui, le texte frappe fort. Interdiction totale de pub sur ces plateformes. Étiquetage environnemental obligatoire. Malus par article, 5 € dès 2025, 10 € en 2030, avec un joli plafond à 50% du prix. Suppression des retours gratuits, taxe des colis hors UE. L'idée, faire comprendre à Shine qu'il n'est plus le bienvenu dans nos dressings ni dans nos ports. Mais attention, tout est dans le dosage. Le décret d'application précisera les seuils qui définissent ce qu'est l'ultra fast fashion. Et tu sens déjà que ces seuils seront positionnés pile au-dessus de Zara, H&M ou Kiabi. Coïncidence? Tu connais la réponse. Le Sénat a d'ailleurs été limpide. Cette loi ne doit pas toucher les enseignes traditionnelles d'entrée de gamme. Comprenez Shine, out. H&M, bisous cœur. Pourquoi? Parce que ces enseignes paient leurs impôts ici, parce qu'elles font vivre les centres-villes, parce que Primark embauche, parce qu'objectivement, punir une marque française qui vend un coton bio à 29 € en 3 tailles XS n'aurait pas fait bon genre. Et oui, la loi a été ajustée, rabotée, repassée, à plat ventre pour ne pas froisser les grandes marques européennes. Elle prétend réguler une industrie entière, mais en réalité, elle crée 2 catégories. Les barbares du e-commerce chinois et les gentils distributeurs responsables du coin de ta galerie marchande. C'est ce qu'on appelle en couture un point invisible, le genre de ficelle que seul un œil averti repère. Et le tien, maintenant, est très averti. Merci mon podcast.
Le tout est habillé d'un storytelling éco-friendly. La planète va mieux, les enfants aussi, et on va tous apprendre à recoudre nos chaussettes avec amour. Sauf que la planète, elle voit toujours autant de fringues être produites, juste par les autres. Et toi, tu vas payer ton jean plus cher, ou retourner sur Vinted vendre celui que tu as acheté en double l'an dernier. Est-ce que c'est mieux que rien? Oui. Est-ce que c'est la révolution textile qu'on nous vend? Non. Est-ce que c'est une loi qui punit Shein tout en sécurisant les intérêts de Zara et compagnie? Absolument. Alors la prochaine fois qu'on te dit on va réguler la fast fashion, demande toujours fast pour qui et fashion pour qui. Parce que dans ce monde-là, même les lois ont une taille standard. Et devine quoi, ce n'est pas toujours la tienne et certainement pas la mienne. Je fais semblant depuis si longtemps que même mon reflet me croit heureuse. Je ris à vos blagues mortes pendant que mes pensées brûlent derrière les yeux. Je mets une robe noire pour cacher les alarmes, du blush sur mes bleus, du silence sur mes drames. Tu vas bien, évidemment. Sinon j'irai où si je tomberai joliment avec des fleurs dans les cheveux et un mot d'excuse sur le frigo. Ceci est un spectacle permanent. Souriez, vous êtes jugés. On ne guérit pas, on maquille. On n'existe pas, on s'aligne. Ceci est un spectacle permanent. Et la salle est pleine de fantômes vivants. Ma mère me trouve forte parce que je me tais bien. Mon père me croit instable parce que je ne fais plus semblant. Je joue la fille sage, la collègue fiable, la survivante rentable. Mais j'ai des couteaux dans la voix et des bombes dans les cils. Si je hurle, ce sera joli, avec un filtre Instagram et une chanson triste en fond. Ceci est un spectacle permanent. Souriez, vous êtes jugés. On ne guérit pas, on maquille. On n'existe pas, on s'aligne. Ceci est un spectacle permanent. Et la salle est pleine de fantômes vivants. Merci d'avoir regardé. Le rideau ne tombera pas. Ici on joue jusqu'à l'oubli. Il y a une phrase qui revient souvent dans les discours politiques quand il s'agit de taper sur Shein. Protéger nos emplois. Et franchement, on aurait pu y croire, si seulement le textile français avait encore des emplois à sauver. Petit retour dans le passé, façon film d'horreur économique. Dans les années 90, on comptait près de 350 000 postes dans l'industrie textile en France. En 2025, on tourne autour de 40 000, autant dire qu'il reste à peine les boutons. Entre délocalisation en rafale, automatisation et invasion des vêtements à prix cassés, c'est toute une filière qui s'est effilochée. Résultat, aujourd'hui, ce sont les enseignes de distribution, type Kiabi, Zara, Primark, qui font encore tourner la boutique. Et devine qui vient de leur marché sur les lacets. Les plateformes chinoises sans magasin, sans vendeurs, sans loyer, Shein, Temu et compagnie. Du coup, la loi, c'est aussi un rempart, pas juste écolo, mais industriel. Une frontière en coton bio certifié pour empêcher que le dernier bout de textile français soit plié et rangé dans un carton expédié depuis Guangzhou. Et pour certains, c'est déjà trop tard. Jennifer liquidée, Naf en redressement, les boutiques ferment pendant que les commandes Shein explosent. En 2023, Shein représentait 22% des colis livrés par la poste. Oui, t'as bien entendu. Un colis sur 5. Pas une tendance, c'est une razzia. Alors quand le texte annonce une taxe par article, 5 puis 10 euros, une écotaxe sur les colis, la fin des retours gratuits et surtout un coup de frein dans les roues de cette logistique turbo, le message est clair. On ne veut plus que vous fassiez vos emplettes en un clic sur une application qui vend 8 robes et une crise climatique pour 40 euros. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, dans les plans quinquennaux, est-ce que ça va vraiment relocaliser quoi que ce soit? Spoiler, pas tout de suite. Les vêtements éco-conçus made in France, c'est 5 à 10 fois plus cher. Les volumes ne suivent pas, les consommateurs ne vont pas tous se ruer sur la maille artisanale tricotée à Lille avec amour. Ce qui va se passer, Shein va s'adapter. Entrepôt en Pologne, livraison intra-UE, marketing indirect par des micro-influenceurs non sponsorisés mais full haul. Les gens vont décaler leurs achats vers H&M, Zara, Vinted, Primark, voire Amazon. Et les classes populaires, elles feront comme d'habitude, elles s'adapteront parce qu'on ne leur propose pas des vraies alternatives et parce qu'elles n'ont pas le
choix. Pendant ce temps-là, les enseignes de fast fashion traditionnelles se frottent les mains. Elles ont évité le coup près, peuvent augmenter leur prix sans culpabiliser et se présenter comme les nouveaux chevaliers verts. Kiabi, en fer de lance, du beau et pas cher, avec une feuille verte sur l'étiquette et pas un mot sur les salaires au Bangladesh. Et c'est ça le paradoxe. On prétend punir la fast fashion, mais on sauve surtout la fast fashion made in Europe. On veut relocaliser la dignité sans relocaliser les ateliers. Et les influenceurs dans tout ça, eh ben, ils peuvent dire adieu au partenariat Shine rémunéré, mais ils pourront toujours montrer un haul Zara avec le hashtag Join Life collé dessus, histoire de garder l'illusion. Tant que ça ressemble à de la conscience, pas besoin que ça en soit vraiment. On régule pour faire respirer un secteur sous perf, mais sans traitement de fond, juste un joli pansement. Un peu comme si tu mettais le patch thermocollant sur un jean troué que t'as lavé à 90 degrés. Spoiler, ça va juste pas tenir. Et maintenant, imagine, tu entres dans un magasin. Tu fais plus qu'un 44. Tu as un budget de 50 balles. Tu veux un jean noir. Pas trop grand-mère, pas trop sac à patates, juste portable. Tu ressors sans rien. Enfin si, peut-être une nouvelle couche de honte. Parce que dans la réalité vestimentaire française, si tu ne corresponds pas à la norme, tu n'es pas une cliente. Tu es une anomalie à corriger. Quand on parle de fast fashion, tout le monde regarde la planète, mais personne ne regarde le corps. Et encore moins le portefeuille, et encore moins les deux en même temps. Le récit dominant te dit de consommer moins, mieux, plus local, plus durable. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'une large partie de la population ne peut pas consommer autrement que comme elle le fait déjà, sous contrainte. Contrainte de taille, de budget, de mobilité, d'offres inexistantes. En France, près de 40% des femmes portent du 44 ou plus. Ce n'est pas une niche, c'est pratiquement la norme. Pourtant, dans la majorité des enseignes, même celles qui s'affichent engagées, les collections s'arrêtent au 42, parfois 44 et rarement au-delà. Et quand c'est le cas, c'est sur Internet. Tu ne peux pas essayer, tu dois deviner. Et les coupes, de toute façon, sont pensées pour des morphologies qui n'existent que dans les magazines. Chez certaines marques dites éthiques, tu es invisible ou toléré, à condition de commander à distance et de ne pas trop exiger en matière de style. Ce qui rend Shein si puissant dans cette histoire, ce n'est pas seulement son prix, c'est sa réponse à une attente que personne d'autre n'a jamais pris la peine d'entendre. Des vêtements grande taille, tendance, disponibles, variés, abordables. Pas des pantalons fluides à poids vendus 80 € dans un recoin mal éclairé à côté d'opéra. Pas des tuniques informes censées flatter la silhouette, des croc-tops, des mini-jupes, des jeans destroy taille 52, des fringues dans lesquelles tu peux te sentir jolie, jeune, audacieuse, vivante, même si ton budget est serré et même si t'as pas le corps prescrit. Alors oui, c'est de la fast fashion, oui, c'est souvent produit dans des conditions douteuses, oui, ça participe à un modèle toxique, mais c'est aussi la seule porte d'entrée vers une estime de soi vestimentaire pour des milliers de femmes qui n'ont jamais eu leur place ailleurs. Et la loi votée en juin ne leur laisse rien. Pas une alternative crédible, pas une mesure compensatoire, juste une injonction supplémentaire. Tu ne peux pas t'habiller chez Shine, tu n'avais qu'à mieux gagner ta vie, tu n'avais qu'à perdre du poids, tu n'avais qu'à être quelqu'un d'autre. On nous parle de transition écologique. Mais comment parler de transition quand on n'a jamais été intégré au point de départ? Quand le système de la mode éthique te dit qu'il faut acheter moins, mais mieux, il dit aussi, en creux, qu'il faut pouvoir le faire. Avoir les moyens de mettre 60 balles dans un pull, avoir le corps pour entrer dans du L généreux, avoir l'espace mental pour acheter en conscience quand ton quotidien est déjà serré de renoncement, et c'est pas une théorie, c'est du vécu. C'est les cabines d'essayage désertes parce qu'il n'y a rien à essayer. C'est les vendeuses qui te disent on n'a pas votre taille ici, mais peut-être en ligne, hein, avec un sourire gêné. C'est l'essayage humiliant, les vêtements qui ne montent pas aux hanches, les regards en biais. C'est aussi les influenceuses grande taille qui font des haul shine avec 10 articles pour 80 € parce que c'est littéralement la seule option où elles se sentent représentées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit la pub, on taxe et on moralise. On ne crée rien de viable à la place, on ne finance pas des marques inclusives, on ne force pas les enseignes éthiques à élargir leur taille, on ne soutient pas les friperies solidaires pour qu'elles proposent autre chose que du 36 vintage, on ne fait que supprimer sans jamais proposer. Et tant qu'on fera ça, Shine et ses compagnies restera là parce qu'il remplit un vide, parce qu'il comprend mieux que n'importe quelle start-up à mission ce que veulent les clientes, pouvoir s'habiller, juste ça, s'habiller sans honte, s'habiller sans se ruiner, s'habiller comme tout le monde. Si on veut une mode durable, il faut qu'elle soit aussi accessible, accessible au sens économique, mais aussi accessible au sens humain. Parce qu'on ne peut pas prétendre sauver la planète en oubliant celles et ceux qu'elle écrase déjà. Et si la mode éthique veut être plus qu'un slogan sur un tote bag en coton bio, il va falloir qu'elle arrête de tailler des vêtements, des discours et des ambitions sur mesure pour seuls les corps minces, normés et solvables.
t'ai cherché longtemps, dans les zones où je me perds, pas dans les cris, pas dans les silences, mais dans ce vide qu'on laisse quand on choisit pour toi. Toi qui n'as pas tremblé pour demander, qui n'a pas supplié pour respirer. Toi sans les doigts qui serrent, sans les mots qui griffent, sans la honte programmée. Je t'ai imaginé, puis effacé. Je t'ai haï de n'être qu'un fantasme. Et pourtant, je t'ai gardé. J'ai recousu tes contours avec les lambeaux de moi, et je t'ai rendue vivante à l'encre de mes doigts. Je t'ai réécrit ligne par ligne, corrigé à la marche, sans faute, sans rature, sans demande de pardon. Je t'ai ramené à la lumière, et maintenant je te rends à moi. Toi, celle qui ose marcher sans se courber, celle qui rit sans permission. Je ne t'ai pas connue, mais je t'ai reconnue dans chaque rêve non vécu. Je t'ai sculpté dans mes absences, dans mes arrêts, mes luttes, mes cris. Tu es né de tout ce qu'ils ont voulu tuer. Je t'ai réécrit ligne par ligne, dans les marges de ma survie. Pas parfaite mais entière, passage mais libre. Je t'ai ramené à la lumière, et maintenant je te rends à moi. Je ne suis pas toi, mais je suis celle qui a choisi de ne plus t'enterrer. Ah, je t'ai réécrit ligne par ligne, et maintenant je te rends à moi. Pas pour guérir le passé, mais pour que l'avenir n'ait plus à s'excuser. Depuis quelques années, la France a trouvé un mot magique pour se donner bonne conscience textile, la seconde main. Un peu comme si la solution à tous les désastres sociaux et écologiques de la fast fashion tenait en 2 syllabes et une appli, Vinted. C'est imposé comme le sauveteur cool de la fringue moderne. Tu vends ton pull Zara de 2019, tu rachètes une robe Mango d'occasion, tu sauves la planète et tu gagnes 3,50 € en prime. Tout ça sans quitter ton canapé. Mais la réalité, comme toujours, est un peu plus froissée que ça. Déjà, la seconde main, ce n'est pas l'Eldorado inclusif qu'on nous vend. Parce que pour vendre, il faut avoir des vêtements en bon état, tendance, de marque recherchée, et pour acheter, il faut faire un 38-40. À croire que dans le monde parallèle de Vinted, au-delà du L, les gens n'ont plus le droit de s'habiller. Comme partout en fait. Les grandes tailles sont rares, souvent surcotées, et les choix se résument vite à des leggings fatigués ou à des robes informes de 2014. Si tu veux du stylé et du 48, bonne chance. Et puis il y a les prix. On t'explique que c'est économique, mais entre les frais de port, les frais de service, les vendeurs qui refourguent un t-shirt H&M à 18 € parce que c'est sold out, hein, tu réalises que la précarité, même d'occasion, n'a pas de ristourne. Sans parler des arnaques, les colis jamais reçus, les conflits absurdes sur une tâche microscopique, la seconde main n'est pas un écosystème bienveillant, c'est un marché brut, codifié, impitoyable et souvent classiste. Le vintage, c'est encore pire. Tu es censé croire que fouiller une friperie hors de prix dans le marais ou porter un vieux blazer en laine qui gratte, c'est de la résistance. Mais le vintage, à la mode aujourd'hui, c'est du luxe recyclé. Des pièces triées, sourcées, survalorisées. Des jeans Levi's 501 à 80 €, des vestes Y2K vendues à 100 € sur Instagram, des bottes usées mais stylées à 150 balles. La récup est devenue une niche premium. Les boutiques de style seconde main sélective ne s'adressent pas à celles qui cherchaient une alternative aux Zara du coin, mais à celles qui ont déjà les codes, les moyens et l'aura.
Et pendant qu'on te culpabilise, toi, d'acheter du neuf à 12 balles, on oublie de dire que le marché de la seconde main est lui aussi en surchauffe. Des gens achètent pour revendre. D'autres vident leur dressing tous les 6 mois pour faire de la place aux nouvelles trouvailles. Le volume est toujours là, la boulimie aussi, sauf qu'elle est vintage washée. Et puis il y a l'injonction sous-jacente. T'as plus le droit de simplement acheter un vêtement. Tu dois désormais justifier, expliquer et raconter. C'est de la seconde main. C'est une créatrice locale. C'est une récup de ma tante. Comme si posséder un vêtement devenait un acte politique à défendre comme une thèse. Mais parfois on veut juste un pantalon noir qui tombe bien, pas un manifeste. Alors oui, la seconde main peut être une partie de la solution. Oui, elle a un potentiel écologique, mais non, ce n'est pas une alternative pensée pour tous les corps, tous les goûts et tous les budgets. Et non, elle ne suffit pas à désintoxiquer un système construit sur la production de masse et la consommation compulsive. C'est une rustine sur une barque en feu. Là est une manière élégante de faire tourner la machine tout en prétendant qu'on la ralentit. La vérité, c'est que tant qu'on ne repense pas l'offre de base, ce qu'on produit, pour qui, à quel prix, avec quelle logique de saisonnalité, de taille, de style, toutes les alternatives resteront marginales, discriminantes ou simplement inaccessibles. Et à force de proposer des palliatifs creux, on perpétue l'idée que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. T'avais qu'à fouiller plus longtemps, t'avais qu'à mieux chercher, t'avais qu'à moins grossir. Mais la mode, c'est pas une escape game. Et les vêtements ne devraient pas être à une chasse au trésor réservée à une élite informée et compatible. Ils devraient être là, disponibles, abordables, portables et beaux aussi si on peut se le permettre. Sinon, on ne sort pas du modèle Shine, on le recycle avec des filtres vintage. Au fond, cette loi, c'est pas un texte sur les vêtements, c'est une radiographie sociale. Un miroir piqué de tâches de culpabilité, d'intention écologique, d'aveuglement économique et d'une vision très précise de qui mérite d'être habillé et comment. Elle ne régule pas simplement ce qu'on porte, elle régule ce qu'on peut être dans l'espace public, selon les moyens, la taille, la ville, son rapport à la norme. Elle parle de fringues, mais elle touche à tout. Pouvoir d'achat, image de soi, identité de classe, inclusion ou exclusion silencieuse. Parce que dans ce débat, personne ne veut admettre que s'habiller, c'est politique. On préfère dire que c'est une affaire de goût, de choix personnel, voire de lubie féminine, quand ça arrange. Mais il suffit de voir comment une ado précaire en 48 est jugée pour porter une mini-jupe shine fluo, alors qu'une parisienne en 36 peut oser n'importe quoi au nom du style pour comprendre que le corps, le vêtement et la légitimité sociale sont cousus ensemble, et serrés au point de ne plus respirer. Et c'est bien ça le problème. Cette loi, avec toutes ses intentions de départ, ses ajustements stratégiques, ses malus modulés et ses exceptions bien taillées, ne change pas ce que les vêtements disent de nous. Elle ne répare pas les discriminations vestimentaires systémiques. Elle ne combat pas l'humiliation de ne rien trouver à sa taille. Elle ne corrige pas l'écart abyssal entre les discours politiques et les réalités vécues. Elle prétend moraliser le dressing, mais elle ne touche jamais ce qui l'empoisonne vraiment, l'obsession de la conformité et la violence de la sélection sociale par l'apparence. Ce texte législatif, c'est aussi une démonstration de force soft power. Il ne s'attaque pas aux racines du problème. Production massive, précarité de la filière textile mondiale, impunité des géants occidentaux. Il s'attaque au symptôme visible le plus caricatural, la plateforme chinoise qui pousse les volumes à l'absurde. C'est plus facile, plus télégénique, plus compatible avec un plan sobriété à col blanc. Mais pendant ce temps-là, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Celles et ceux qui n'ont pas les codes, pas le temps, pas les moyens, et celles et ceux qu'on culpabilise pour leur choix de consommation alors qu'ils n'ont jamais eu le luxe d'en faire un autre. Et au milieu, une armée silencieuse d'ados, de femmes, de travailleurs pauvres, de corps non normés, qui n'ont pas besoin d'un label engagé, mais juste d'un t-shirt propre, beau, potable et abordable. Et qui ne leur fasse pas honte. Ce que cette loi dit de nous, ce n'est pas que nous voulons un avenir plus vert, c'est que nous voulons un avenir plus acceptable visuellement. Un avenir dans lequel les pauvres consomment discrètement, les gros s'habillent sobrement, les marges rentrent dans les cases et la planète est sauvée à condition de rester photogénique. La mode, dans ce cadre-là, devient un filtre. Elle ne reflète pas qui tu es, elle filtre ce que tu ne dois plus montrer. Alors bien sûr, cette loi n'est pas... Enfin, c'est un pas, elle pose un cadre, elle ralentit un monstre, mais elle ne soigne pas le regard qu'on porte sur celles et ceux qui n'entrent pas dans le moule. Elle ne crée pas de nouvelles voies, elle ferme une porte sans en ouvrir d'autres. Le vêtement, c'est l'interface la plus intime entre nous et le monde. C'est ce qui permet de dire je suis là, je me tiens droite, je mérite. Ce que cette loi oublie, c'est qu'avant d'être un pollueur, un vêtement est un refuge, une armure, un droit, et que ce droit pour beaucoup ne tient qu'à un fil. Et pour celles et ceux qui n'ont plus le choix, on leur dit d'aller recoudre le peu qu'ils ont, en silence, parce qu'à trop crier, ça ferait tache sur la photo d'une famille écolo. Y a trop de lumière, trop de bruit, trop de trucs à ressentir, et pas assez de peau pour tout contenir.
capte tout, chaque regard, chaque soupir, chaque mot qui vibre de trop. On me demande de rester calme, alors que j'entends même les murs respirer. Vous savez ce que ça fait de vivre avec le volume à 300% et zéro bouton mute. J'ai des fourmis dans le cœur, des alarmes dans le crâne, des éclairs sous la peau. Et vous voulez que je souris, saturé de vos voix, de vos codes, de vos lois, saturé des savas qui veulent pas la réponse, saturé du silence qui hurle en boucle, saturé. Et j'ai même pas explosé, pas encore. J'ai fait semblant longtemps d'être sage, docile, fluide. Mais la rage s'est codée dans mes nerfs et maintenant je clignote comme une erreur système. Y a des jours où même respirer c'est trop, mais je le fais pour pas qu'on dise que j'abuse. Saturé de vos murs, de vos normes, de vos faits, un effort. Des promesses qui s'écrasent en écho, saturé du faux calme et des vraies chaînes, saturé. Mais je suis encore debout pour l'instant. Saturé, mais pas cassé, pas encore. On dit souvent que les vêtements ne font pas le moine. Mais dans ce monde, ils font tout le reste. Ils disent si tu es fréquentable, si tu es conforme, si tu es pauvre, trop grosse, trop exubérante, trop voyante. Ils disent si tu maîtrises les codes, si tu mérites d'être écouté, si tu peux prétendre à un entretien, à un regard, à une considération. Et si tu ne rentres pas dans la bonne taille ou dans la bonne boutique, tant pis pour toi. Cette loi anti-fast fashion, aussi historique soit-elle sur le papier, ne résout pas le cœur du problème. Elle cible une vitrine sans jamais bousculer la boutique. Elle donne une bonne conscience à une classe politique qui n'a jamais mis les pieds dans un cabi un 28 du mois. Elle protège les centres-villes sans les remplir. Et elle condamne Shaheen sans s'interroger sur le vide qu'il est venu combler. Parce que ce vide, il est là, partout, dans les rayons qui s'arrêtent au 42, dans les pantalons à 80 balles qu'on te présente comme des investissements, dans les applis vintage qui te font payer 14 € pour une chemise qui sent le grenier, et dans cette injonction perpétuelle à être le meilleur consommateur, alors que tu n'as même pas de quoi être un client normal. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas à t'excuser de t'habiller comme tu peux. Tu n'as pas à porter la honte d'un système textile globalisé sur tes épaules. Tu n'as pas à racheter ton droit à l'allure par une culpabilité greenwashée. Et si demain, on veut vraiment changer la mode, il faudra faire mieux qu'une loi bien cousue. Il faudra rendre le droit au style, à la dignité, à l'estime de soi accessible. Pas seulement dans les mots, dans les tailles, dans les prix, dans les rues, dans la vraie vie. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on porte n'est pas seulement un vêtement, c'est tout ce qu'on nous fait porter avec. Si cet épisode t'a parlé, ou même un peu secoué, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, à laisser une note, à partager si tu connais quelqu'un que ça concerne. Peut-être toi, peut-être ta sœur, ton frère, ta pote, qui en a marre de choisir entre manger et s'habiller. Dieu sait que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Et si tu veux soutenir ce travail indépendant, sans sponsor, sans compromis, tu peux rejoindre mon Patreon. Tu y trouveras les épisodes en avant-première, les versions longues, les coulisses, mes livres, mes musiques et tout ce qui fait vivre cet univers à contre-courant.
Tu peux aussi aller faire un petit don sur PayPal si le cœur t'en dit. Parce que Cappuccino et Croissant, c'est plus qu'un podcast, c'est un dressing mental. Un endroit où on déplie l'actualité, les clichés, les tendances et où on choisit ensemble de porter autre chose que ce qu'on nous impose. À mardi prochain pour un nouveau shot de lucidité en voix off. En attendant, garde la tête haute, même si t'as un t-shirt à 4,99 €. Allez, salut! Cappuccino, white crop, mine's brewed hot, served raw. No sugar, no filter. Sip and repeat, repeat, repeat.